Ma mère a refusé de chercher ma fille malade. Je ne suis pas ta baby-sitter. Elle a attendu 2 heures dans le froid. Je n'ai pas discuté, j'ai agi en silence. 3 jours plus tard, elle m'appelait en pleurant, paniquée. À 15h07, le téléphone sur mon bureau sonna. C'était l'infirmière scolaire. Ma fille de 7 ans, Léa, était malade avec une forte fièvre et devait rentrer à la maison immédiatement. J'étais coincé dans une réunion obligatoire à 40 minutes de là, dans les embouteillages du centre-ville. Mes mains tremblaient tandis que je composais le numéro de la seule personne qui vivait à seulement 5 minutes de l'école. Ma mère, Denise. Je lui expliquai rapidement la situation, la panique me nouant la gorge. Maman, s'il te plaît. Léa est brûlante. Peux-tu juste aller la chercher? Je pars tout de suite. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Puis sa voix retentit, froide et tranchante comme un couteau. Je ne suis pas ta baby-sitter, Amélie. Clic, elle n'a pas demandé si Léa allait bien. Elle ne s'est pas souciée du fait que j'étais coincé au travail. Elle a juste raccroché. Il m'a fallu près de 2 heures pour arriver. Quand je me suis finalement garé devant l'école, la cour de récréation était vide. Les lumières étaient éteintes. Il n'y avait qu'une petite silhouette assise sur le banc en béton glacial près de la zone de dépose. Léa était emmitouflée dans son fin manteau rose, frissonnant, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle paraissait si petite contre le bâtiment gris. Voir mon enfant malade attendre seul dans le froid parce que ma propre mère n'avait pas daigné se déranger. Ce fut le moment où tout a changé. Ce fut le moment où j'ai cessé d'essayer d'être une bonne fille et où je suis enfin devenue une mère. J'étais assise dans ma voiture, dans la circulation complètement bloquée, fixant les feux de freinage rouges devant moi. Mon téléphone était dans ma main, l'écran noir. Ma mère m'avait raccroché au nez. Je ne suis pas ta baby-sitter. Ces 6 mots rebondissaient dans ma tête. Ils faisaient mal, mais au fond, je n'étais pas surprise. C'était la terrible vérité. Je n'étais pas surprise. C'était Denise Leclerc. C'était ma mère. Je serrais le volant si fort que mes jointures devinrent blanches. La circulation n'avançait pas. J'avais 40 minutes pour réfléchir. 40 minutes pour me souvenir pourquoi je n'aurais jamais dû l'appeler. Ce n'était pas nouveau. Cette froideur n'était pas un changement soudain. C'était le climat dans lequel j'avais grandi. Je me souviens, j'avais 6 ans. J'étais dans le jardin de notre ancienne maison. Je courais vite, poursuivant un papillon ou un ballon. Je ne me souviens plus lequel. J'ai trébuché sur un tuyau d'arrosage et je suis tombé lourdement sur la terrasse en béton. Je me suis écorché les 2 genoux. Le sang a commencé à couler immédiatement, rouge vif et effrayant. J'ai hurlé. J'avais 6 ans. Ça faisait mal et j'avais peur. Ma mère était dans la cuisine. La fenêtre était ouverte. Elle n'est pas sortie en courant. Elle ne s'est pas précipitée pour me prendre dans ses bras. Elle a juste penché la tête par la fenêtre. Elle avait un torchon à la main. « Amélie, arrête ce bruit », dit-elle. Sa voix n'était pas en colère, mais elle n'était pas bienveillante non plus. Elle était simplement neutre. « Ça va aller. Ne sois pas dramatique. » Je saigne, sanglotai-je, en tenant mes genoux. « Va rincer ça avec le tuyau d'arrosage, » dit-elle. « Si tu mets du sang sur le tapis, tu auras des problèmes. » Puis elle ferma la fenêtre. Je me souviens être resté assise là, sur le béton chaud, l'eau du tuyau se mélangeant au sang et à la terre. Je pleurais doucement parce que je savais que si je pleurais fort, elle serait simplement agacée. J'ai appris une leçon ce jour-là. La douleur est un inconvénient pour les autres. Garde-la pour toi. Cette leçon m'a suivi toute ma vie. Mon père, Robert, était un homme effacé. Il ne criait jamais. Il ne m'a jamais dit d'arrêter de pleurer. Mais il n'est jamais sorti sur la terrasse non plus. C'était un homme qui aimait la paix plus qu'il n'aimait les gens. Il rentrait du travail, enlevait ses chaussures et s'asseyait dans son fauteuil inclinable en cuir marron. Il ouvrait le journal et disparaissait derrière. Si ma mère me critiquait dans la cuisine, si elle me disait que mes cheveux étaient filasses ou que mes notes n'étaient pas assez bonnes, papa tournait simplement la page de son journal. Il entendait. Je sais qu'il entendait, mais il faisait semblant de ne pas entendre. Son silence m'a appris une autre leçon. Tu ne peux compter que sur toi-même. En grandissant, j'ai essayé d'être parfaite.
Je pensais que si j'étais parfaite, ma mère finirait par sourire. Je pensais qu'elle me regarderait enfin avec ce regard chaleureux et doux que je voyais d'autres mères adresser à leurs filles au supermarché. À 16 ans, j'ai eu un bulletin parfait, que des excellentes notes. J'ai ramené mon bulletin à la maison et l'ai posé sur le comptoir. Maman l'a regardé tout en coupant des carottes pour le dîner. Un 18 en maths, dit-elle. C'est quand même une excellente note, maman, dis-je, sentant ma poitrine se serrer. Ça veut dire que tu as raté quelque chose, répondit-elle. Elle n'a pas levé les yeux. Ne prends pas la grosse tête, Amélie. Il y a toujours quelqu'un de plus intelligent que toi. L'humilité est une vertu. Elle n'a jamais dit bravo. Elle n'a jamais dit je suis fier de toi. Elle a juste trouvé la seule petite imperfection et a mis le doigt dessus. Je suis allé à l'université. J'ai trouvé un travail. Je me suis marié. Quand mon mariage s'est effondré il y a 3 ans, j'étais dévasté. J'avais besoin de ma mère. J'ai conduit jusqu'à sa maison, les yeux gonflés de larmes. Je me suis assise à sa table de cuisine et je lui ai dit que mon mari me quittait. Elle s'est versé une tasse de café. Elle a pris une gorgée et m'a regardé. Eh bien, dit-elle, j'ai toujours dit que tu étais difficile à vivre, Amélie. Tu demandes beaucoup d'attention. Peut-être que si tu ne l'avais pas autant harcelé, il serait resté. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait giflé. Je suis resté là, abasourdi. Mon mariage se terminait. Mon cœur était brisé et ma mère me disait que c'était de ma faute parce que je demandais trop d'attention. Je voulais juste du réconfort, maman, murmurai-je. Oh, arrête ça, dit-elle, agitant la main comme pour chasser une mouche. Reprends-toi. Pleurer ne résout rien. Tu es horrible quand tu pleures. Ton visage devient tout marbré. C'était Denise Leclerc. Mais ensuite, j'ai eu Léa. Quand je suis tombée enceinte, j'avais cet espoir fou et désespéré. Je pensais qu'un bébé changerait tout. Tout le monde dit que les petits-enfants font fondre les cœurs. Je pensais que ma mère verrait cette petite fille minuscule et magnifique et s'adoucirait enfin. Je pensais que la glace se briserait. J'avais tort. Je leur rendais visite tous les dimanches. Chaque semaine, sans exception, je préparais Léa, le sac à langer, les jouets, et je conduisais jusqu'à leur maison. Je voulais qu'ils connaissent leur petite fille. Je voulais une famille. Les visites étaient toujours les mêmes. Nous arrivions à 13h. Mon père regardait le golf à la télé. Il disait « Bonjour, ma chérie » et tapotait la tête de Léa, puis retournait à son match. Ma mère était dans la cuisine. La maison était toujours impeccable. On se serait cru dans un musée, pas dans un foyer. « Enlève tes chaussures » disait-elle dès que nous entrions. Je viens de faire nettoyer les tapis. Elle ne me prenait pas dans ses bras. Elle regardait Léa et disait « Est-ce qu'elle est malade ?» Son nez a l'air de couler. « Elle va bien, maman. Il fait juste froid dehors. » Eh bien, ne la laisse pas s'approcher du canapé beige si son nez coule. Nous nous asseyions pour le déjeuner. La nourriture était toujours bonne, mais la conversation, c'était comme naviguer sur un champ de mines. « Amélie, as-tu pris du poids ?» demandait-elle en passant les petits pains. « Ton visage a l'air plus rond. »« J'ai la même taille, maman. »« C'est peut-être cette chemise. » Elle ne te met pas en valeur. Elle te fait paraître large. J'avalais le pain, le sentant se transformer en une boule dans ma gorge. Je regardais papa. Il coupait son steak, les yeux fixés sur son assiette. Il n'a jamais dit « Denise, arrête ». Il n'a jamais dit « Amélie est magnifique ». Il mangeait, simplement. Léa essayait d'attirer l'attention de sa grand-mère. « Mamie, regarde. J'ai fait un dessin. » Maman y jetait un coup d'œil. « C'est joli, Léa. Ne le pose pas sur la table. Le feutre pourrait traverser sur la nappe. » Elle n'a pas mis le dessin sur le frigo. Elle n'a posé aucune question à ce sujet. Elle traitait Léa comme une invitée désordonnée, pas comme une petite fille. Mais je continuais d'y retourner. Je continuais à conduire là-bas chaque dimanche. Je continuais de l'appeler. Pourquoi ? Parce que je voulais une mère. Je voulais la mère que je voyais dans les films. Je n'arrêtais pas de penser que si seulement j'essayais plus fort, si seulement j'étais plus gentille, si seulement j'attendais assez longtemps, elle changerait. Je protégeais un fantasme.
Je me mentais à moi-même. Je disais à mes amis, « Oh, maman est juste un peu maniaque. Elle montre son amour de différentes manières. » Je disais à Léa, « Mamie ne se sent pas bien aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est grognon. » J'ai trouvé des excuses pendant 32 ans. J'ai absorbé les petites piques, les insultes, le silence. J'ai tout encaissé parce que j'avais peur de les perdre. J'avais peur d'être orpheline. Mais aujourd'hui, sur cette autoroute, les excuses s'épuisaient. La circulation a avancé d'1 centimètre. J'ai regardé l'horloge. 15h45, Léa attendait depuis 45 minutes. Elle était malade. Elle était fiévreuse. Et ma mère, qui était assise dans sa maison chaude à 5 minutes de là, avait dit non. Elle n'était pas occupée. Elle était à la retraite. Elle n'avait pas de travail. Elle n'était pas malade. Elle ne voulait juste pas être dérangée. Je ne suis pas ta babysitter. Il ne s'agissait pas de babysitting. Je lui demandais rarement de l'aide. Je lui demandais probablement de garder Léa 2 fois par an. C'était une urgence. C'était une crise. Et elle a préféré son thé de l'après-midi à la sécurité de sa petite fille. J'ai senti une larme couler sur ma joue. Je l'ai essuyée avec colère. La voix de ma mère était dans ma tête. Ne sois pas dramatique. Pleurer te rend laide. Tais-toi, dis-je à voix haute à la voiture vide. Tais-toi, c'est tout. J'ai frappé le volant à nouveau. La colère commençait à remplacer la tristesse. C'était une sensation chaude, brûlante dans ma poitrine. J'ai regardé à nouveau le téléphone. J'ai pensé à appeler mon père, mais que ferait-il? Il dirait, voyons, Amélie, ta mère est. Tu sais comment elle est. Il essaierait de faire la paix. Il ne monterait pas dans la voiture. Il ne conduirait pas pour aller chercher Léa sans la permission de Denise. Il était aussi terrible qu'elle. Son silence était aussi glacial que ses paroles. J'étais seul. J'avais toujours été seul. Cette prise de conscience m'a frappé plus durement que les embouteillages. J'avais passé toute ma vie à essayer de gagner une place dans une famille qui n'avait pas de place pour moi. Je frappais à une porte qui était verrouillée de l'intérieur. Et maintenant, ma fille en payait le prix. C'est cette pensée qui m'a retourné l'estomac. C'était une chose que je sois la victime. J'étais une adulte. J'y étais habitué. J'avais la peau dure. Mais Léa avait 7 ans. Léa était innocente. Léa pensait que mamie était juste un peu stricte, mais gentille au fond. Aujourd'hui, Léa allait apprendre la vérité, et je détestais ma mère pour ça. Je la détestais pour avoir brisé le cœur de ma fille. Avant même qu'il ne soit complètement formé. La circulation a enfin commencé à se fluidifier. J'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai conduit vite. Je me fichais de la limitation de vitesse. Je devais juste retrouver mon bébé. Il était près de 17 heures quand je suis enfin arrivé sur le parking de l'école. Le soleil se couchait. Le ciel d'hiver était d'un violet sombre, comme meurtri. L'air était mordant. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. L'école avait l'air abandonnée. Les bus étaient partis. Les autres parents étaient partis. La cour était vide. Les lumières dans les salles de classe étaient éteintes. J'ai garé la voiture de travers et j'ai sauté dehors. Je n'ai même pas pris mon manteau. L'air froid m'a saisi, gelant ma sueur. J'ai couru vers les portes du bureau principal. Elles étaient verrouillées. J'ai frappé sur la vitre. Puis je l'ai vu. Il y avait un banc en béton près de la zone de dépose. Il était sous un petit auvent, mais le vent soufflait à travers. Léa était assise là. Elle ne jouait pas. Elle ne regardait pas un livre. Elle était juste assise. Ses genoux étaient ramenés contre sa poitrine. Elle serrait son petit sac à dos rose contre son ventre. Sa tête était baissée. Il y avait une enseignante à proximité, Madame Dubois. Madame Dubois avait l'air agacée. Elle regardait sa montre, déplaçant son poids d'un pied à l'autre, soufflant dans ses mains pour les réchauffer. Elle n'était pas assise avec Léa. Elle se tenait à 1,50 m, la gardant comme un colis qui n'avait pas été récupéré. Léa, ai-je crié. La tête de Léa s'est relevée d'un coup. Son visage était pâle, mais ses joues étaient rougies par 2 taches rouges vives de fièvre. Ses yeux semblaient vitreux et humides.
Quand elle m'a vu, son visage s'est décomposé. Maman. Elle a sauté du banc. Elle a un peu vacillé, ses jambes raides par le froid. Elle a couru vers moi. Je suis tombé à genoux sur le trottoir. Je me fichais de mon pantalon de travail. J'ai ouvert les bras et elle s'est écrasée contre moi. Elle était glacée. C'est la chose que je n'oublierai jamais de ma vie. À travers son manteau, je pouvais la sentir trembler. Elle vibrait de froid. Ses petites mains étaient comme des glaçons contre mon cou. Je suis désolé, ai-je murmuré dans ses cheveux. Je suis tellement désolé, mon bébé. J'étais coincé. Je suis désolé. Elle a commencé à pleurer. Ce n'était pas un cri fort. C'était un gémissement fatigué et faible. J'ai mal à la tête, maman. Et j'ai froid. J'ai si froid. Madame Dubois s'est approchée. Elle n'avait pas l'air compatissante. Elle avait l'air soulagée de se débarrasser du fardeau. Madame Leclerc, dit-elle sèchement. L'école a fermé à 15 heures. L'infirmière est partie à 16 heures. J'attends ici depuis 1 heure. Nous avons essayé d'appeler votre contact d'urgence, mais elle a dit qu'elle ne viendrait pas, elle l'a dit avec jugement. Elle m'a regardé comme si j'étais une mauvaise mère, comme si j'étais négligente. Je sais, dis-je, la voix tremblante. Je me suis levé, prenant Léa dans mes bras, même si elle était lourde. J'étais coincé dans les embouteillages. Ma mère. Il y a eu un malentendu. J'ai menti. Ce n'était pas un malentendu. C'était un refus. Mais je la protégeais encore. Même là, debout dans le froid glacial avec mon enfant malade, je protégeais la réputation de Denise. Bien, dit Madame Dubois en boutonnant son manteau. Veuillez mettre à jour vos contacts d'urgence. Nous ne pouvons pas demander au personnel de rester si tard. C'est contre le règlement. Cela ne se reproduira plus, dis-je. Et je le pensais. Cela ne se reproduirait plus jamais. J'ai porté Léa jusqu'à la voiture. Elle était un poids mort dans mes bras. Je l'ai attachée dans son rehausseur. Elle s'est instantanément recroquevillée en boule. Je suis monté à l'avant et j'ai mis le chauffage à fond. Je l'ai monté aussi haut que possible. Je voulais brûler le froid de l'air. J'ai posé ma main sur le front de Léa. Elle était brûlante. La fièvre était élevée. Maman, murmura-t-elle depuis la banquette arrière. Oui, mon bébé. Je suis là. Pourquoi mamie n'est pas venue? La question flottait dans l'air. Elle était simple, innocente. Je l'ai regardée dans le rétroviseur. Ses grands yeux m'observaient. Elle n'était pas en colère. Elle était juste confuse. Elle savait que mamie habitait près. Elle savait que mamie avait une voiture. Elle ne comprenait pas pourquoi on l'avait laissée sur un banc pendant 2 heures. J'ai ouvert la bouche pour mentir. Les vieilles habitudes étaient là, prêtes à jaillir. Mamie était occupée. La voiture de mamie est tombée en panne. Mamie n'a pas entendu le téléphone. J'ai failli le dire. J'ai failli arranger les choses comme je le faisais toujours. J'ai failli repeindre sur les fissures pour que le tableau reste joli. Mais je me suis souvenu de la voix de Denise. Je ne suis pas ta babysitter. Je me suis souvenu de l'enseignante regardant sa montre pendant que ma fille frissonnait. J'ai regardé les joues rouges de Léa. Quelque chose en moi a craqué. Ce n'était pas un craquement bruyant. C'était silencieux. C'était le son d'une corde lourde qui se rompait finalement sous trop de poids. J'ai réalisé que si je mentais à Léa maintenant, je ferais partie du problème. Si je trouvais des excuses à ma mère, je disais à Léa qu'il était normal que les gens la traitent de cette façon. Je lui apprenais à accepter des miettes d'amour. Je lui apprenais qu'elle ne valait pas l'effort. Je ne pouvais pas lui faire ça. Je pouvais accepter les abus pour moi-même, mais hors de question que je les transmette à ma fille. Je ne sais pas, Léa, dis-je doucement. J'ai choisi la vérité, ou du moins une version de celle-ci. Mamie a décidé de ne pas venir. Léa est restée silencieuse pendant un long moment. Le chauffage vrombissait, remplissant la voiture d'un air chaud et sec. Oh, dit Léa. Juste un mot. Puis elle murmura, on peut rentrer à la maison maintenant? Oui, dis-je, ravalant un sanglot. On rentre à la maison, juste nous deux. Nous sommes rentrés dans le noir.
Je me suis arrêté à une pharmacie et j'ai acheté du Doliprane pour enfants et une boisson sucrée. Je l'ai porté dans notre petit appartement. Je lui ai mis son pyjama, celui avec les licornes. Je l'ai bordé dans son lit et je lui ai donné le médicament. Je suis resté assise à côté de son lit dans le noir, lui caressant les cheveux, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Sa respiration était lourde et rauque, mais elle était au chaud maintenant. Elle était en sécurité. Je suis allé dans la cuisine. L'appartement était silencieux. Mon téléphone était sur le comptoir. Je l'ai pris. Il n'y avait aucun appel manqué. Ma mère n'avait pas appelé pour savoir si j'étais arrivé à l'école. Elle n'avait pas appelé pour savoir si Léa allait bien. Mon père n'avait pas appelé. Ils étaient probablement en train de dîner. Peut-être qu'ils regardaient Question pour un champion. Ils étaient à l'aise. Ils étaient au chaud. Ils s'en fichaient. J'ai regardé le nom du contact. Maman. J'ai ressenti une vague de chagrin si forte que j'ai dû m'accrocher au comptoir. Je faisais le deuil de la mère que je n'avais jamais eue. Je faisais le deuil de l'espoir que j'avais entretenu pendant 32 ans. J'ai réalisé que je ne protégeais pas la paix. Je protégeais le déni. J'étais la seule à essayer. J'étais la seule à me battre pour cette famille. Et aujourd'hui, j'avais perdu. Ou peut-être que j'avais gagné. Parce que, debout dans la cuisine silencieuse, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, j'ai réalisé que j'en avais fini. Je n'allais pas l'appeler pour crier. Je n'allais pas exiger des excuses. Je n'allais plus jouer le jeu. Je me suis dirigé vers le calendrier sur le mur. Le dimanche suivant était entouré en rouge. Dîner chez maman et papa. J'ai pris un marqueur noir. J'ai tracé une ligne épaisse et sombre à travers. Puis je suis passé au dimanche suivant. Je l'ai barré aussi. J'ai barré chaque dimanche jusqu'à la fin de l'année. Ma main tremblait, mais mon esprit était clair. J'en avais fini de mendier de l'amour. J'en avais fini d'exposer ma fille à des gens qui la voyaient comme un fardeau. Le point de rupture n'était pas une explosion. C'était un silence. J'ai remis le capuchon sur le marqueur. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Je suis retourné dans la chambre de Léa et je me suis allongé par terre à côté de son lit. Je lui ai tenu la main dans le noir. Je suis là pour toi, ai-je murmuré dans la pièce endormie. Je suis là pour toi et c'est suffisant. Et pour la première fois de ma vie, j'y ai cru. 3 jours passèrent. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas appelé ma mère. Je ne lui ai pas envoyé de SMS pour m'excuser d'avoir mal compris. Je n'ai pas envoyé de photos de Léa pour essayer de la culpabiliser et de la forcer à s'inquiéter. J'ai juste arrêté. C'était étrange comme le silence était bruyant au début. J'étais tellement habitué au bruit constant de ma famille, aux critiques, aux exigences, à marcher sur des œufs. Sans ça, mon appartement semblait différent. Il semblait calme. Léa se rétablit lentement. La fièvre est tombée le mercredi matin. Elle est restée à la maison pendant encore 2 jours par précaution. Nous avons construit des forts de couverture dans le salon. Nous avons regardé des films. Nous avons mangé de la soupe à la tomate. Pendant ces 3 jours, ce n'était que nous deux, et c'était paisible. Mais mon téléphone n'est pas resté silencieux. Ça a commencé le mardi soir. Mon père a appelé en premier. J'ai laissé le répondeur. J'ai écouté le message plus tard, assise sur le sol de la salle de bain pendant que Léa prenait son bain. Amélie. Sa voix semblait fatiguée. Ta mère essaie de te joindre. Elle dit que tu ne réponds pas, appelle-la, veux-tu? Elle est contrariée. Il n'a pas demandé de nouvelles de Léa. Il n'a pas demandé si elle était encore malade. Il n'a pas demandé comment j'avais réussi à la récupérer à l'école. Il voulait juste que j'arrange l'humeur de ma mère. Pour lui, les sentiments de ma mère étaient l'urgence, pas la santé de sa petite fille. J'ai effacé le message. Le mercredi, ma tante a appelé. Elle vivait sur la Côte d'Azur, mais elle parlait à ma mère tous les jours. Amélie, ma chérie, Denise me dit que tu lui fais la tête. Tu sais comme elle s'inquiète. Rappelle-la. La vie est trop courte pour les rancunes. Celui-là, je ne l'ai pas effacé. Je l'ai gardé. Je voulais un rappel de la profondeur de l'illusion. Ils pensaient tous que c'était moi qui avais une rancune. Ils pensaient que j'étais têtu.
Aucun d'entre eux ne savait ou ne se souciait qu'une fillette de 7 ans avait été laissée grelottante sur un banc en béton. Puis sont arrivés les SMS des amis de ma mère. Des gens que je connaissais depuis toujours. Ta mère est si triste de ne pas avoir de tes nouvelles. J'espère que tout va bien. Denise est morte d'inquiétude. Morte d'inquiétude. L'ironie m'a fait rire aux éclats dans la cuisine vide. Un rire amer et sec. Elle n'était pas inquiète pour nous. Elle était inquiète de perdre le contrôle. Elle était inquiète parce que j'étais sorti du scénario. J'étais censé appeler et supplier son pardon. J'étais censé la poursuivre. Le jeudi, ma mère a finalement appelé elle-même. Elle a appelé 4 fois en 1 heure. J'ai regardé l'écran s'allumer. Maman appelle. Mon cœur s'emballait autrefois quand je voyais ce nom. Je ressentais un mélange de peur et d'espoir. Peut-être qu'elle veut dire bonjour. Peut-être qu'elle est de bonne humeur. Maintenant, je ne ressentais qu'un engourdissement. Je n'ai pas bloqué son numéro. Je voulais le voir. Je voulais l'avoir essayé. Chaque fois que le téléphone sonnait et restait sans réponse, je me sentais un peu plus forte. C'était comme soulever un poids. La première fois est lourde, mais à la 10e fois, vos muscles s'y habituent. Je ne la punissais pas. C'est ce qu'il ne comprenait pas. Le silence n'est pas toujours une arme. Parfois, c'est un bouclier. Je me remettais. Je me désintoxiquais de 32 ans à essayer de plaire à une femme qui ne pouvait pas être satisfaite. Je regardais ma fille qui riait devant un dessin animé à la télé et je réalisais qu'elle était heureuse. Elle n'avait pas demandé de nouvelles de sa grand-mère une seule fois depuis cette nuit-là. Les critiques ne manquaient pas à Léa. Les commentaires froids sur ses cheveux ou ses vêtements ne lui manquaient pas. Elle allait bien. Et si elle allait bien, j'allais bien. Le vendredi, je suis finalement retourné au travail. J'ai déposé Léa à l'école. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte de la classe. Si tu te sens malade, lui ai-je dit en la regardant dans les yeux, tu dis à la maîtresse de m'appeler et je viendrai, quoi qu'il arrive. D'accord ? D'accord, maman, dit-elle. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je l'ai regardée entrer dans la classe. Elle n'a pas regardé en arrière. Je suis allé au travail. J'ai fait mon travail. Je suis rentré à la maison. Je n'ai pas rendu visite à mes parents ce week-end. Le dimanche est arrivé et est reparti. D'habitude, les dimanches matins étaient stressants. Je me dépêchais de me préparer, de repasser la robe de Léa, de préparer un dessert à apporter pour que ma mère ne se plaigne pas que je venais les mains vides. J'avais une boule à l'estomac dès 10 heures du matin. Ce dimanche, nous sommes restés en pyjama jusqu'à midi. Nous avons fait des crêpes. Nous avons mis du sirop collant sur la table, et je n'ai pas crié. Nous sommes allés nous promener dans le parc. Mon téléphone a sonné à 13 heures, l'heure à laquelle nous arrivions habituellement chez eux. C'était mon père. Je l'ai laissé sonner. Le soleil brillait. Léa poursuivait un écureuil. J'ai pris une grande bouffée d'air frais. Le monde ne s'est pas arrêté parce que j'ai manqué le dîner du dimanche. Le ciel ne m'est pas tombé sur la tête. J'étais libre. Ou du moins, je le croyais. Mais dans une petite ville, on ne peut pas se cacher éternellement. La collision a eu lieu un mardi soir, une semaine après l'incident de l'école. J'avais besoin de faire des courses. J'évitais habituellement le supermarché près du quartier de mes parents, mais c'était le seul qui vendait la marque de pâtes sans gluten que Léa aimait. Je pensais que je serais en sécurité. Il était 18h30. Mes parents dînaient à 18h précises. Ils auraient dû être à la maison. J'avais tort. J'étais dans le rayon pâtisserie. Léa marchait à côté de moi, tenant un petit panier. Nous cherchions une préparation pour Brownie. Nous allions célébrer sa guérison. On peut prendre celui avec les pépites de chocolat, demanda Léa. Bien sûr, dis-je, en attrapant la boîte. Amélie. La voix a glacé mon sang. Elle venait de derrière moi. Je connaissais cette voix. Je connaissais le ton exact, la légère pointe de jugement qui était toujours là. J'ai fermé les yeux une seconde, j'ai pris une inspiration et je me suis retourné. Denise était là. Elle portait son trench coat beige, impeccable comme toujours. Sa coiffure était parfaitement laquée. Elle avait un chariot rempli d'aliments sains, du chou cal, de l'eau pétillante, de la dinde maigre. Mon père n'était pas avec elle.
Elle était seule. Elle m'a regardé, puis a baissé les yeux sur Léa. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Elle avait l'air surprise, mais elle s'est vite reprise. Elle a arboré son visage public, le masque qu'elle portait pour les voisins et les amis de l'église. « Eh bien, dit-elle en serrant son sac à main. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis une semaine. Je commençais à croire que tu avais déménagé. » Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment nous allions. Elle a commencé par une accusation. Je suis resté ferme. Je n'ai pas souri. J'ai été occupé, maman, dis-je. Ma voix était calme. Cela m'a surprise de voir à quel point elle était stable. Elle s'est approchée. Elle a envahi mon espace personnel, apportant avec elle l'odeur de son parfum cher. Avant, ça sentait le réconfort pour moi. Maintenant, ça sentait l'anxiété. Trop occupé pour appeler ton père, dit-elle en baissant la voix pour que les autres clients n'entendent pas, il est mort d'inquiétude. Tu sais qu'il a de l'hypertension. Amélie, tu es très égoïste. Voilà, le pivot. C'était de ma faute si papa était malade. C'était de ma faute s'ils étaient malheureux. Papa sait comment utiliser un téléphone, dis-je platement. Et toi aussi. Elle a cligné des yeux. Elle n'était pas habituée à ce que je lui réponde. Elle n'était pas habituée à ce que je la regarde dans les yeux. Elle a décidé de changer de tactique. Elle a baissé les yeux sur Léa. Léa se tenait près de ma jambe. Elle ne se cachait pas, mais elle ne s'avançait pas non plus. Elle regardait sa grand-mère avec une expression vide. Il n'y avait aucune excitation, aucune course pour un câlin, juste une fillette de 7 ans observant une étrangère. Léa, roucoula ma mère. Sa voix monta d'une octave. C'était faux, mielleux. Oh, regarde-toi. On dirait que tu as grandi. Elle se pencha, ouvrant grand les bras. Viens faire un câlin à mamie, ma chérie. J'ai un bonbon à la menthe dans mon sac pour toi. Le pot de vin. Elle faisait toujours ça. Un bonbon, une pièce d'1 €, un jouet. Elle pensait que l'affection était quelque chose qui s'achetait. L'ancienne Léa aurait couru vers elle. L'ancienne Léa lui aurait serré les genoux et demandé le bonbon. Mais Léa se souvenait du banc froid. Elle se souvenait des frissons. Les enfants n'ont pas les mots pour la trahison, mais ils en ressentent la vibration. Léa a fait un pas en arrière. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas tendu les bras. Non, merci, dit Léa. C'était poli. C'était silencieux, mais c'était un rejet. Ma mère s'est figée. Ses bras étaient toujours ouverts. Elle avait l'air ridicule, accroupie là, dans le rayon pâtisserie, sans personne à étreindre. Ne sois pas bête, Léa, dit ma mère, son sourire se crispant. C'est mamie. Viens ici. Léa leva les yeux vers moi. Elle ne regarda pas Denise. Elle me regarda. Maman, dit Léa, je peux choisir les vermicelles maintenant. Elle tourna le dos à sa grand-mère. Elle se dirigea vers l'étagère des décorations de gâteaux et commença à regarder les pots de vermicelle arc-en-ciel. Ce fut un moment dévastateur. Léa l'a ignoré. Elle a décidé que le sucre coloré était plus important que Denise Leclerc. Ma mère se releva lentement. Son visage était rouge de colère. Elle me regarda avec une fureur pure. Tu lui apprends à être impoli, siffla-t-elle. C'est un comportement irrespectueux, Amélie. Tu dois la discipliner. Elle n'est pas impolie, dis-je. Elle est honnête. Elle ne veut pas te faire de câlin. Et pourquoi pas, exigea Denise. Parce que tu lui as raconté des mensonges sur moi. Parce que tu l'empoisonnes contre moi. Non, dis-je. Parce que tu l'as laissé sur un banc glacial pendant 2 heures la semaine dernière. Ma mère agita la main avec dédain. Oh, pour l'amour du ciel. On en est encore à parler de ça? Je t'ai dit que je ne suis pas une babysitter. Tu dois gérer ta propre vie. Ça ne te donne pas le droit de nous exclure. Elle a redressé son manteau. Elle a regardé le chariot. Nous t'attendons dimanche, dit-elle, reprenant son rôle de commandant. Carole vient. Ne sois pas en retard. Et habille Léa avec quelque chose de joli. Pas ses leggings. Elle commença à se détourner, confiante d'avoir gagné. Elle pensait avoir donné un ordre et que j'obéirais. Elle pensait que la hiérarchie était restaurée. Maman, dis-je.
Elle s'arrêta et se retourna. Nous ne viendrons pas, elle fronça les sourcils. Quoi? Nous ne viendrons pas dimanche, dis-je. J'ai parlé clairement. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait aucune place au malentendu. Ne sois pas dramatique, Amélie. Tu auras dépassé ce caprice d'ici dimanche. Ce n'est pas un caprice, dis-je. Je regardai Léa, qui tenait joyeusement 2 pots de vermicelle. Nous ne viendrons pas ce dimanche, ni le dimanche d'après. J'ai pris une inspiration et j'ai porté le coup de grâce. Tu n'es pas la bienvenue dans nos vies en ce moment, maman. Le silence qui suivit fut lourd. La musique du supermarché sembla s'arrêter. Le visage de ma mère passa par 3 phases. D'abord, le choc. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Elle n'arrivait pas à croire que j'avais dit ça. Puis l'incrédulité. Elle me regarda comme si je parlais une langue étrangère. Et enfin, la peur. Pendant une fraction de seconde, je l'ai vue. Une peur réelle, authentique. Elle a réalisé que je ne jouais pas un jeu. Elle a réalisé qu'elle avait perdu son pouvoir. Elle a réalisé qu'elle se tenait dans un supermarché, une vieille femme avec un chariot plein de choucals, et que sa fille et sa petite-fille s'en allaient. « Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-elle. Je suis ta mère. Je sais, dis-je. Et je suis la mère de Léa. C'est plus important. Je lui ai tourné le dos. Viens, Léa, dis-je. Allons chercher les vermicelles. Léa trottina vers moi, jetant les pots dans notre panier. Nous nous sommes dirigés vers la caisse. Je sentais les yeux de ma mère me transpercer le dos. Je m'attendais à ce qu'elle crie. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une scène, mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, seule dans le rayon. Mes mains tremblaient alors que je posais les courses sur le tapis. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression que j'allais vomir. Mais je ressentais aussi autre chose. Je me sentais grande. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas cédé. Je ne m'étais pas excusé. J'avais tracé une ligne dans le sable, et je me tenais de l'autre côté avec ma fille. Nous sommes sortis vers la voiture. L'air nocturne était froid, mais il faisait du bien à mon visage brûlant. Est-ce que mamie avait l'air fâchée, demanda Léa alors que je l'attachais. Un petit peu, dis-je. Ce n'est pas grave, dit Léa en regardant par la fenêtre. Elle est toujours fâchée de toute façon. Je me suis installé au volant et j'ai ri. C'était un vrai rire cette fois. Oui, dis-je. C'est vrai. J'ai démarré la voiture et je suis parti. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je n'ai pas vérifié si elle regardait depuis la vitrine. J'en avais fini de regarder en arrière. Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Il bourdonnait contre la table de chevet comme un frelon en colère. Je savais qui c'était. Je n'avais pas besoin de regarder. La rencontre au supermarché avait allumé la mèche. Ma mère était rentrée chez elle, probablement furieuse, racontant probablement à mon père une version déformée de l'histoire où je lui avais crié dessus et où Léa lui avait craché sur les chaussures. Elle jouerait la victime. Elle était la maîtresse de ce rôle. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger et je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai écouté les messages vocaux en buvant mon café. La cuisine était calme. Léa mangeait des céréales, balançant ses jambes sous la chaise, heureuse et insouciante. Le premier message était de mon père. Amélie, décroche le téléphone. Ta mère est hystérique. Elle dit que tu l'as humiliée en public. Tu dois appeler et t'excuser immédiatement. C'en est trop. Sa voix était sévère. C'était la voix qu'il utilisait quand j'étais adolescente et que je ratais le couvre-feu. Il essayait d'être la figure d'autorité. Il n'a pas demandé pourquoi je l'avais fait. Il voulait juste que le bateau arrête de tanguer. Le deuxième message était aussi de lui, 1 heure plus tard. Sa voix avait changé. Elle était plus douce, suppliante. Amélie, s'il te plaît. Tu as fait passer ton message. Ta mère est malheureuse. Elle pleure dans la chambre. Elle ne mange pas. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Veux-tu détruire cette famille? J'ai pris une gorgée de café. Il avait un goût amer. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Je voulais une mère qui irait chercher sa petite fille malade. C'est ce que je voulais. Mais comme je ne pouvais pas avoir ça, je ne voulais rien. Je n'ai pas rappelé.
Puis les émissaires sont arrivés. C'est comme ça que les thérapeutes les appellent. Les personnes qu'un individu toxique envoie pour faire son sale travail. Ma cousine Rachel a appelé. Rachel avait 5 ans de plus que moi. Elle avait toujours été la bonne élève. Elle ne discutait jamais. Elle vivait sa vie exactement comme la famille le voulait. Amélie, dit-elle quand j'ai répondu. J'ai entendu ce qui s'est passé et Denise est vraiment blessée. T'a-t-elle dit ce qu'elle a fait à Léa, ai-je demandé. Elle a dit qu'il y avait eu un malentendu à propos d'un trajet, dit Rachel doucement. Mais Amélie, c'est ta mère. Tu ne peux pas simplement la rayer de ta vie. Ça donne une mauvaise image de tout le monde. Une mauvaise image. C'était la monnaie d'échange de ma famille, les apparences. Peu importait que la maison pourrisse de l'intérieur tant que la peinture extérieure avait l'air fraîche. Je ne fais pas ça pour les apparences, Rachel, dis-je. Je fais ça pour ma fille. Je raccroche maintenant. J'ai bloqué le numéro de Rachel. Pendant une semaine, la pression a monté. Ils ont essayé la culpabilité. Ils ont essayé la colère. Ils ont essayé de me faire honte. Quand rien de tout ça n'a fonctionné, ils ont sorti l'artillerie lourde, l'argent. C'est arrivé un jeudi. Une épaisse enveloppe blanche avec l'adresse de l'avocat de la famille en expéditeur. Je connaissais Maître Durand. Il était l'avocat de mes parents depuis 30 ans. Mes mains tremblaient un peu en l'ouvrant, non pas parce que j'avais peur, mais parce que c'était si prévisible. C'était une lettre officielle. Chère Madame Leclerc, veuillez être informée que vos parents, Robert et Denise Leclerc, ont mis à jour leurs dispositions testamentaires. J'ai parcouru le jargon juridique. C'était simple. J'avais été retirée en tant qu'exécutrice de leur testament. Je n'étais plus la personne en charge de leur décision médicale s'ils tombaient malades. Et puis le coup de grâce. La majeure partie de la succession, précédemment désignée pour Amélie Leclerc, a été réaffectée à une fiducie pour la famille élargie, qui sera gérée par Rachel Perrault. Il me déshéritait, ou du moins menaçait de le faire. Il me retirait le pouvoir et me remplaçait par Rachel. Rachel qui ferait tout ce qu'il dirait. Rachel qui ne leur dirait jamais non. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai fixé le papier. Ma mère pensait que ça me briserait. Elle pensait que je courais au téléphone en pleurant, suppliant pour récupérer l'argent. Elle pensait que je restais pour l'héritage. Elle pensait que mon amour était quelque chose qu'elle avait acheté et maintenant elle annulait le chèque. Elle voulait me punir. Elle voulait que je me sente petite. Mais en relisant la lettre, je ne me sentais pas petite. Je me sentais légère. J'ai commencé à rire. C'était un rire silencieux au début. Puis il est devenu plus fort. Elle n'avait pas compris. Elle n'avait vraiment rien compris. Je me fichais de l'argent. J'avais un travail. J'avais un petit appartement. Je payais mes propres factures. J'achetais mes propres courses. L'argent n'était qu'un autre fil qui me liait à elle. Une autre façon pour elle de me tirer en arrière quand je m'éloignais trop. En me coupant les ponts, elle ne m'avait pas puni. Elle avait coupé le fil. Elle m'avait libéré. J'ai pris la lettre et je me suis dirigé vers la poubelle. J'ai failli la jeter. Puis je me suis arrêté. Je suis allé à mon bureau et je l'ai mise dans un dossier marqué « Famille ». Je l'ai gardé non pas comme un regret, mais comme un rappel. Un rappel de qui ils étaient. Un rappel que leur amour était conditionnel. Il avait un prix. Et le prix était ma dignité. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas contesté la décision de l'avocat. J'ai envoyé un seul SMS à mon père, reçu la lettre. Je comprends. Rachel fera un excellent travail. C'est tout. Pas de colère, pas de supplication. Je ne peux qu'imaginer le silence dans leur maison quand ce SMS est arrivé. Ils attendaient une dispute. Ils attendaient le drame. Je ne leur ai rien donné. Et ne rien leur donner était la chose la plus puissante que j'ai jamais faite. L'hiver a frappé fort cette année-là. Novembre s'est transformé en décembre. Et la pluie s'est transformée en verglas. La ville était paralysée. Les routes étaient des miroirs de glace. Les arbres étaient lourds de glace, cassant les lignes électriques comme des brindilles. Mon appartement a perdu le courant un mardi soir. Il faisait froid, mais nous étions préparés. J'avais des lampes de poche. J'avais un réchaud de camping.
Léa pensait que c'était une aventure. Nous avons fait un nid de couverture dans le salon et lu des livres à la lueur des bougies. Nous étions au chaud. Nous étions en sécurité. Mon téléphone était chargé. Je le gardais allumé juste en cas d'urgence. À 23h30, il a sonné. L'écran a illuminé la pièce sombre. Papa appelle. Je l'ai fixé. Je ne lui avais pas parlé depuis le SMS sur le testament. 3 semaines. Mon estomac s'est noué. Les appels tard dans la nuit ne sont jamais de bon augure. J'ai décroché. Allô? Amélie. Sa voix était paniquée. Il respirait fort. Je pouvais entendre le vent hurler en arrière-plan de son côté. Amélie, Dieu merci tu as décroché. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Ma voix était automatique. L'instinct d'aider s'est déclenché avant que je puisse l'arrêter. C'est ta mère, dit-il. Le courant est coupé. Elle est sortie sur le porche pour vérifier le générateur. Elle a glissé. Je me suis redressé. Est-ce qu'elle va bien? Je ne sais pas, balbutia-t-il. Elle est tombée dans les escaliers du perron. Elle ne peut pas se relever. Elle dit que sa cheville est cassée. Peut-être sa hanche. Elle a très mal, Amélie. Elle hurle. Appelle le SAMU, dis-je calmement. Je l'ai fait, cria-t-il. Ils ont dit que les routes sont verglacées. Ils ont une longue liste d'attente. Ils ont dit que ça pourrait prendre des heures. On ne peut pas attendre des heures. Elle est en train de geler. Amélie, elle est allongée dans la neige. Tu peux la rentrer à l'intérieur. Je ne peux pas la soulever. Il pleurait maintenant. Mon dos. Je ne peux pas le faire. Et la voiture, l'allée est une patinoire. Je ne peux pas sortir le 4x4. On est coincé. Puis vint la requête, l'exigence. Tu as le 4x4, dit-il. Tu as 4 roues motrices. Tu peux monter la colline. S'il te plaît, Amélie, tu dois venir. Tu dois venir m'aider à la rentrée et l'emmener à l'hôpital. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé la scène. Je savais exactement où elle était. Les marches du porche, celles en briques, elles étaient raides. J'ai imaginé ma mère allongée dans la neige, souffrante, impuissante. J'ai imaginé mon père, frénétique et inutile, debout au-dessus d'elle. Mon corps voulait bouger. Mes muscles se sont tendus. Va les sauver. Sois la bonne fille. C'est ta chance de prouver que tu es bonne. Si tu la sauves, peut-être qu'elle t'aimera. J'ai commencé à retirer la couverture de mes jambes. Amélie, cria mon père, tu viens? Puis je me suis arrêté. Un souvenir a traversé mon esprit. Il était si vif qu'il m'a donné le vertige. J'ai vu Léa. J'ai vu ma fille de 7 ans assise sur ce banc en béton. Je l'ai vue frissonner. J'ai entendu l'infirmière scolaire dire, nous n'arrivons pas à joindre votre mère. J'ai entendu la voix de ma mère, froide et tranchante comme la glace dehors. Je ne suis pas ta baby-sitter. Elle avait laissé mon enfant dans le froid. Elle avait refusé de conduire 5 minutes pour aider une petite fille malade parce qu'elle ne voulait pas être dérangée. Et maintenant, c'était elle qui était dans le froid. Ce n'était pas de la vengeance. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Mais j'ai réalisé quelque chose de profond dans l'obscurité de mon salon. Je n'étais pas leur plan d'urgence. Je n'étais pas leur servante. J'étais une mère avec un enfant à charge. Si je partais maintenant, je devrais réveiller Léa. Je devrais la traîner dehors dans la tempête glaciale. Je devrais la mettre dans la voiture sur des routes verglacées et dangereuses. Je devrais risquer la sécurité de ma fille pour sauver la femme qui ne se souciait pas d'elle. J'ai regardé Léa, dormant paisiblement sous la pile de couverture. Sa respiration était douce et rythmée. Elle était en sécurité. J'ai fait mon choix. Non, dis-je. Le silence à l'autre bout du fil fut absolu. Quoi, murmura mon père. Non, répétai-je. Ma voix était stable. Elle ne tremblait pas, je ne viens pas, papa. Mais elle est blessée, bredouilla-t-il. C'est ta mère. Je sais, dis-je. Et les routes sont dangereuses. J'ai Léa ici. Je ne vais pas la réveiller et conduire sur la glace. Ce n'est pas sûr.
Amélie, tu ne peux pas être sérieuse. Elle a besoin d'aide. Couvre-la de couverture, dis-je. Attendez l'ambulance. Ce sont des professionnels. Pas moi. Espèce d'ingrate, commença-t-il à crier. Le masque du gentil père passif tomba. Il était en colère maintenant. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Si tu ne viens pas tout de suite, ne reviens jamais. D'accord, dis-je. Amélie. Bonne chance, papa, dis-je. J'espère qu'elle ira bien. J'ai raccroché. J'ai fixé l'écran noir. Mon cœur battait la chamade, mais pas de culpabilité. Il battait d'adrénaline. Je l'avais fait. J'avais dit le nom ultime. J'ai attendu que le poids écrasant de la culpabilité s'abatte sur moi. J'ai attendu de me sentir comme un monstre, mais ce sentiment n'est pas venu. Au lieu de cela, je me sentais raisonnable. Je me sentais logique. Pourquoi devrais-je risquer ma vie et celle de mon enfant pour des gens qui ne lèveraient pas le petit doigt pour moi? Une relation est une voie à double sens. Ils avaient fermé leur voie il y a des années. Ils ne pouvaient pas exiger que la circulation ne se fasse que dans un sens quand ça les arrangeait. J'ai complètement éteint le téléphone. Je me suis rallongé par terre à côté de Léa. J'ai remonté la couette jusqu'à mon menton. Le vent hurlait dehors, faisant vibrer les vitres. Quelque part, à des kilomètres de là, mes parents faisaient face aux conséquences de leur propre réalité. Ils faisaient face à une crise seule, tout comme ils m'avaient forcé à le faire tant de fois. J'ai tendu la main et j'ai touché celle de Léa. Elle était chaude. J'ai fermé les yeux. Je ne suis pas ta babysitter, ai-je murmuré dans l'obscurité. Et puis, miraculeusement, je me suis endormi. J'ai dormi profondément. Je n'ai pas rêvé. Pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas réveillé avec une boule à l'estomac. J'ai dormi du sommeil d'une femme qui avait enfin déposé un lourd fardeau qu'elle n'était jamais censée porter. Le lendemain matin, le soleil est apparu. Il n'a pas fait fondre complètement la glace, mais il a rendu le monde lumineux et net. Je n'ai pas appelé mes parents pour prendre de leurs nouvelles. J'ai vérifié les informations locales en ligne. Il n'y avait aucun rapport de décès dans leur quartier. Je savais qu'ils étaient en vie. Je savais que l'ambulance était venue. C'était suffisant. J'ai appelé Carole. Carole est ma meilleure amie depuis l'université. Elle est tout ce que ma mère n'est pas, chaleureuse, bruyante, désordonnée et gentille. Habille-toi, dit Carole quand je lui ai raconté la nuit précédente. On te sort de cette maison. Les routes sont salées maintenant. On va au musée des sciences. J'ai hésité. Je ne sais pas, Carole. Pas d'excuses. Léa a besoin de se défouler. Tu as besoin d'un café. Je passe te prendre dans 20 minutes. Nous y sommes allés et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le musée était plein de bruit et de lumière. Léa courait d'une exposition à l'autre, appuyant sur des boutons et regardant des balles dévaler des pistes. Elle a ri. C'était un rire profond, du ventre, que je n'avais pas entendu depuis des semaines. Carole et moi marchions derrière elle avec des gobelets de café en carton. Tu as fait ce qu'il fallait, dit Carole en regardant Léa. Tu le sais, n'est-ce pas? Ça m'a semblé dur, ai-je admis, de les laisser dans le noir. Ils t'ont laissé dans le noir pendant 30 ans, Amélie, dit Carole. Elle posa une main sur mon épaule. Tu n'as pas causé leur urgence, et tu n'es pas une secouriste. Tu es une maman. Regarde là. Elle montra Léa, qui regardait un squelette de dinosaure géant. Ses yeux étaient grands ouverts d'émerveillement. Elle avait l'air en sécurité. Elle avait l'air heureuse. Oui, dis-je. Je la vois. Nous sommes restés jusqu'à la fermeture du musée. Nous sommes rentrés alors que le soleil se couchait. Le ciel était rose et orange. L'air dans la voiture était chaud et sentait le parfum de vanille de Carole. Léa fredonnait une chanson sur la banquette arrière, à moitié endormie. Nous prenions la petite route qui menait vers le quartier de mes parents. C'était un raccourci vers l'autoroute. En sortant d'un virage, nous l'avons vu. Il y avait un 4x4 noir arrêté sur le bas-côté de la route. Il n'était pas dans un fossé, mais il avait glissé sur l'accotement mou où la neige était profonde. Les pneus patinaient, projetant de la neige fondue, mais la voiture ne bougeait pas. J'ai reconnu la plaque d'immatriculation immédiatement. C'était la voiture de mon père. J'ai ralenti.
Mon cœur a bondi dans ma gorge. Il devait revenir de l'hôpital ou peut-être aller à la pharmacie. Je pouvais les voir à travers les vitres. Mon père était au volant. Il serrait le volant, l'air frustré. Sa bouche bougeait. Il criait probablement. Ma mère était sur le siège passager. Je pouvais voir le plâtre blanc sur sa jambe, posé sur le tableau de bord. Elle avait l'air petite. Elle avait l'air vieille. Elle n'était pas la géante terrifiante qui avait contrôlé ma vie. C'était juste une femme âgée avec une jambe cassée, coincée dans un banc de neige. C'est eux, demanda Carole doucement. Elle ralentit la voiture jusqu'à presque s'arrêter. Je les ai fixés. Nos regards se sont croisés. Mon père a regardé par la fenêtre et m'a vu. Il a arrêté de crier. Son visage s'est affaissé. Il m'a regardé avec un mélange d'espoir et de honte. Il a levé une main, très légèrement. Un salut, un appel à l'aide. Ma mère a tourné la tête. Elle m'a vu aussi. Son visage était pâle. Elle ne m'a pas fusillé du regard. Elle avait juste l'air fatiguée. Sur la banquette arrière, Léa a arrêté de fredonner. Maman, c'est la voiture de papy. J'avais un choix. Je pouvais dire à Carole de s'arrêter. Je pouvais sortir. Je pouvais pousser leur voiture. Je pouvais les inviter à nouveau dans ma vie, là, sur le bord de la route. Je pouvais arranger les choses. Mais j'ai regardé Léa dans le rétroviseur. Elle avait l'air anxieuse. Elle ne voulait pas s'arrêter. Elle ne voulait pas les voir. J'ai regardé à nouveau mes parents. Ils avaient des téléphones portables. Ils avaient une assistance dépannage. Ils étaient dans une voiture chaude. Ils n'étaient pas en danger. Ils étaient juste coincés. J'ai réalisé que si je m'arrêtais maintenant, je m'enseignerais à moi-même que mes limites n'avaient pas d'importance. Je leur enseignerais que s'ils attendaient assez longtemps, je reviendrais toujours les servir. J'ai pris une profonde inspiration. Continue de rouler, Carole, dis-je. Carole me regarda, surprise. Tu es sûr? Ils ont des téléphones, dis-je. Ils s'en sortiront. J'ai regardé mon père dans les yeux une dernière fois. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas fait de signe de la main. J'ai juste hoché la tête, reconnaissant sa présence, mais ne le sauvant pas. Carole a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a avancé. Nous les avons dépassés. Je les ai regardés rapetisser dans le rétroviseur latéral jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'un point noir dans la neige. Et puis ils ont disparu. Maman, on ne s'est pas arrêté, dit Léa. Elle avait l'air confuse, mais aussi soulagée. Non, mon bébé, dis-je en me retournant pour lui sourire. Papy et mamie peuvent se débrouiller. On rentre à la maison pour dîner. D'accord, dit-elle, et elle reprit sa chanson. Je me suis rassise sur mon siège. Je m'attendais à me sentir coupable. J'ai cherché la culpabilité, mais je ne l'ai pas trouvée. Je ne ressentais que de la paix. Des semaines passèrent. La neige fondit. Le ciel gris se transforma en le vert humide du printemps. Ma vie avait un nouveau rythme. C'était un rythme calme. Je ne parlais pas à mes parents. Je ne parlais pas à Rachel. Je me concentrais sur le travail. Je me concentrais sur Léa. J'ai commencé à prendre un cours de poterie le jeudi soir. J'étais heureuse. Mais la famille, c'est compliqué. On peut couper les ficelles, mais on ne peut pas effacer les souvenirs. Un mardi soir de mars, Léa et moi préparions des tacos. Elle mettait la table. Elle a posé 2 assiettes. Puis elle s'est arrêtée. Elle tenait une fourchette en l'air. Maman, demanda-t-elle. Oui, ma chérie. Est-ce que j'ai toujours une mamie? J'ai arrêté de remuer la viande. La question m'a frappé de plein fouet. C'était si simple et si triste. Bien sûr que tu en as une, dis-je. J'ai baissé le feu sous la poêle et je me suis tourné vers elle. Tu as mamie Denise et papy Robert. Mais on ne les voit jamais, dit Léa. Elle posa la fourchette. Est-ce qu'ils sont morts? Non, dis-je rapidement. Non, ils ne sont pas morts. Ils vont bien. Alors pourquoi ils ne nous aiment plus? Je me suis approché et je me suis assise sur la chaise à côté d'elle. Je l'ai prise sur mes genoux. Ce n'est pas qu'ils ne nous aiment pas, dis-je, choisissant mes mots avec soin.
C'est juste que les choses sont compliquées. Parfois, les adultes oublient comment être gentils. Et quand les gens ne sont pas gentils, on doit prendre une pause avec eux jusqu'à ce qu'ils réapprennent. Léa hocha lentement la tête. Elle jouait avec le bouton de ma chemise. Peut-être qu'elle a oublié, murmura Léa. Peut-être qu'elle a oublié comment être gentille parce que sa jambe lui faisait mal. L'innocence de cette phrase m'a fendu en deux. Léa ne gardait pas de rancune. Elle essayait de comprendre. Elle avait encore de l'amour dans son cœur, même pour des gens qui ne le méritaient pas. J'ai réalisé quelque chose alors. Je protégeais Léa d'eux, ce qui était bien. Mais si je les tenais à l'écart pour toujours, je prenais aussi une décision pour elle. Je décidais qu'elle n'aurait pas de grands-parents du tout. Était-ce juste? J'ai regardé ma fille. Elle était plus forte que moi. Elle était plus gentille que moi. Veux-tu les voir, ai-je demandé. Léa haussa les épaules. Je crois que je veux montrer à mamie ma dent qui est tombée. C'était une si petite chose, une dent manquante, mais pour elle, c'était énorme. J'ai pris une inspiration. D'accord, dis-je. Laisse-moi y réfléchir. Cette nuit-là, après que Léa se soit endormie, je me suis assise sur le canapé avec mon téléphone. Je n'avais pas envoyé de SMS à ma mère depuis 3 mois. La dernière communication était la lettre de l'avocat. J'ai tapé un message. Je l'ai effacé. J'en ai tapé un autre. Je ne voulais pas m'excuser. Je ne voulais pas ouvrir la porte en grand. Je voulais juste l'entrebâiller. Finalement, j'ai écrit « Veux-tu voir Léa le week-end prochain ?» C'était direct. Pas de « Salut maman ». Pas de « Comment vas-tu ?» Juste l'offre. J'ai fixé le bouton d'envoi. Mon pouce planait au-dessus. Si j'envoyais ça, je risquais de faire revenir la douleur. Je risquais les critiques. Mais j'étais différente maintenant. Je n'étais plus une fille effrayée. J'étais la femme qui était passée devant eux dans la neige. Je savais que je pouvais survivre sans eux. Cela me rendait forte. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé le téléphone sur la table basse et je l'ai fixé. 1 minute passa. 2 minutes. 3 minutes. Le téléphone vibra. Je l'ai pris. Maman, oui. C'était tout. Juste oui. Puis une deuxième bulle de texte est apparue. Maman, on peut se retrouver au parc samedi à 10h. Elle suggérait un lieu neutre. Elle n'exigeait pas que nous venions à la maison. Elle ne me disait pas quoi porter. C'était un petit changement, mais c'était un changement. D'accord. À samedi alors. J'ai posé le téléphone. Je ne ressentais pas de joie. Je ressentais de la prudence. Mais je me sentais aussi comme l'adulte dans la pièce. C'était moi qui fixais les conditions. Le samedi matin était frais et vivifiant. Le ciel était bleu. Nous sommes arrivés au parc à 9h55. Je voulais être en avance. Je voulais être installé avant leur arrivée. Léa portait son manteau bleu préféré. Elle était nerveuse. Elle n'arrêtait pas de vérifier son reflet dans la vitre de la voiture pour s'assurer que le trou dans ses dents se voyait quand elle souriait. Souviens-toi, lui ai-je dit avant que nous sortions. Si tu veux partir, on part. Tu dis juste le mot de code. Ananas, dit Léa sérieusement. C'est ça. Ananas. Nous avons marché jusqu'à l'aire de jeu. À 10h précises, le 4x4 noir est entré sur le parking. Mon estomac a fait un petit bond, mais j'ai respiré à travers. Mon père est sorti le premier. Il a fait le tour du côté passager. Il a ouvert la porte et a aidé ma mère à sortir. Elle utilisait une canne. Elle se déplaçait lentement. Son plâtre avait disparu, mais elle portait une attelle épaisse à la cheville. Elle avait l'air plus frêle que dans mon souvenir. L'hiver avait été dur pour elle. Ils ont marché vers nous. Je me tenais les mains dans les poches. Je n'ai pas fait un pas en avant. Quand ils se sont approchés, ils se sont arrêtés. Il y eut un long silence. Le vent faisait bruisser les feuilles mortes sur le sol. Ma mère m'a regardé. Ses yeux ont scruté mon visage. Elle cherchait l'ancienne Amélie, celle qui s'excuserait, celle qui se précipiterait pour l'aider à s'asseoir. Je suis resté immobile. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle a semblé réaliser que l'ancienne Amélie n'était plus là.
Elle a baissé les yeux sur Léa. Bonjour, Léa, dit-elle. Sa voix était calme. Ce n'était pas la fausse voix aiguë du supermarché. C'était juste une voix normale. Salut, mamie, dit Léa. Elle a souri en grand, montrant le trou. Regarde, ma dent est tombée. Ma mère a cligné des yeux pendant une seconde. Son visage s'est adouci. Une surprise authentique. Mon Dieu, dit ma mère. Tu grandis vite. Est-ce que ça fait mal, demanda mon père en s'avançant. Non. La petite souris m'a donné 5 euros. Mon père a ri. C'était un son rouillé, mais c'était réel. Eh bien, c'est une petite souris riche, dit-il. Nous sommes restés là un moment de plus. L'air était gênant, mais pas toxique. C'était la gêne d'étrangers essayant de trouver comment devenir des connaissances. Je peux aller sur la balançoire, m'a demandé Léa. Bien sûr, dis-je. Léa a couru vers les balançoires. Elle s'est assise sur le siège en caoutchouc. Elle a donné des coups de pied, mais elle n'arrivait pas à prendre assez de hauteur. Maman, cria-t-elle. Pousse-moi. J'ai commencé à marcher vers elle. Amélie, dit ma mère. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Je peux le faire, dit-elle. Elle serra sa canne. Elle me regarda, demandant presque la permission. C'était la première fois de ma vie qu'elle me demandait autre chose que la conformité. J'ai regardé sa mauvaise jambe. Tu peux rester debout aussi longtemps. Ça ira, dit-elle. Je veux le faire. J'ai hoché la tête. Ma mère a marché lentement vers les balançoires. Elle a accroché sa canne à la clôture. Elle s'est tenue derrière Léa. Elle a posé ses mains sur le dos de Léa. Elle a poussé. Plus haut, mamie. Léa a poussé un cri de joie. Tiens-toi bien, dit ma mère. Elle a poussé à nouveau, doucement, avec précaution, presque avec révérence. Je suis resté près du banc avec mon père. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons parlé du temps. Nous avons parlé des réparations de sa voiture. Nous n'avons pas parlé de la dispute. Nous n'avons pas parlé du testament. Nous n'en avions pas besoin. Le silence n'était plus vide. C'était une trêve. J'ai regardé ma mère pousser ma fille. Elle ne critiquait pas la prise de Léa. Elle ne lui disait pas qu'elle se balançait trop vite. Elle poussait, simplement. Elle a regardé dans ma direction. Nos regards se sont croisés à travers l'air de jeu. Elle n'a pas souri. Je n'ai pas souri. Mais il y a eu un signe de tête, une reconnaissance petite, presque invisible. Elle connaissait les règles maintenant. Elle savait que si elle critiquait, nous partirions. Elle savait que si elle était cruelle, elle serait seule. Elle savait que je n'avais pas peur de m'en aller. Et parce que je n'avais pas peur de partir, je pouvais enfin rester. Nous sommes restés 1 heure. Quand nous sommes partis, il n'y a pas eu de câlin. Ma mère n'a pas essayé d'en forcer un. Au revoir, Léa, dit-elle. Conduis prudemment, Amélie. Au revoir, maman, dis-je. Nous sommes rentrés à la maison. Plus tard cette semaine-là, je nettoyais la cuisine. J'ai regardé le réfrigérateur. Léa avait fait un nouveau dessin. C'était fait au crayon de cire. Il montrait 5 bonshommes allumettes debout sur de l'herbe verte. Il y en avait un grand pour moi, un petit pour Léa, un moyen pour papy, et un pour mamie avec un bâton marron à la main pour la canne. Et il y avait les balançoires. Ce n'était pas une image parfaite. Les lignes étaient tremblantes. Mais pour la première fois en 32 ans, j'ai regardé une photo de ma famille et je n'ai pas senti de nœud dans mon estomac. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Ma mère serait probablement toujours difficile. Mon père serait probablement toujours passif. Mais j'étais différente. J'avais construit un mur, puis j'y avais mis une porte. Et je détenais la clé. Je pouvais l'ouvrir quand je voulais, et je pouvais la verrouiller quand j'en avais besoin. J'ai touché le dessin. C'est joli, mon bébé, dis-je à la pièce vide. Et ça l'était. Ça l'était.